Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats, évidemment, 2 heures ensemble, les livres avec Gérard Collard, c'est dans un instant. Et pour l'instant, on va parler de la télé des années 70. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, on va parler de votre jeunesse. Et toc, il attaque très fort. Hein. Et on est avec Thierry Tuillier. Non, Philippe. Philippe, oui. Oh là, le lapsus. Ne commencez pas, Valérie. Philippe Tuillier, producteur, réalisateur. Vous êtes le producteur, entre autres, des enfants, On est en direct. Tous les samedis sur France 2 et ce soir à ne pas manquer, vraiment c'est formidable. Moi j'ai pris un plaisir incroyable à voir ce documentaire, la télé des années 70, la télé des 70 quand Giscard était président, et c'est vrai qu'on voit que la télévision de ces années-là a complètement inventé cette nouvelle télévision. Installer la télévision qu'on connaît aujourd'hui, vraiment, parce que les variétés, la politique. Et les 3 chaînes se faisaient concurrence. Leur audience était déjà calculée, sauf qu'elles étaient encore d'État. C'est la seule différence avec aujourd'hui et avec ce que Mitterrand a fait par la suite en privatisant TF1. Mais sinon, c'est effectivement le paysage audiovisuel qu'on connaît presque aujourd'hui, avec seulement 3 chaînes à l'époque. Et avec quelques changements, hein, Gilles, à savoir la liberté de ton qu'il y avait, cette espèce de spontanéité, d'amateurisme qui rendait les choses. C'est là où c'est très intéressant, c'est que le RTF était verrouillé par le général de Gaulle et un peu par Pompidou, même si Pompidou a ouvert un petit peu déjà la liberté d'expression, mais Giscard a laissé faire, a laissé dire, et c'est comme ça que des gens comme Jacques Martin ont pu s'exprimer avec le petit rapporteur où chaque semaine il cassait le président de la République. Il brocardait tout le gouvernement. Oui, bien sûr. Alors Gilles, justement, c'est la question du jour par rapport à notre invité Philippe Tuillier. Est-ce que vous trouvez que cette télé des années 70 était plus libre et plus audacieuse que maintenant? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous êtes nombreux déjà à répondre. Oui à 88%. C'était une télé plus audacieuse, non à 12%. Et on en dit que les esprits à l'époque étaient plus libres et plus autonomes en commentaire. Plus indépendants. Hein. Et on nous dit également que c'est sans comparaison, évidemment, qu'on était plus libre à l'époque. Vous pensez qu'on était plus libre à l'époque? Oui, je pense, parce que la télévision était un média nouveau aussi. Donc je pense qu'il y avait moins d'enjeux. En fait, on pouvait s'exprimer. Je pense que la radio avait plus de poids finalement que la télé. La télé, c'était un peu gadget. Donc on n'y prêtait pas forcément attention et donc on laissait faire, on laissait dire. Mais moi, je pensais pas qu'il y avait une guerre entre les variétés, et ce qu'on voit très bien dans le documentaire. Alors là, oui. En revanche, oui. Les producteurs, animateurs de l'époque vraiment faisaient se faisait la guerre pour avoir en exclusivité la première chanson de Michel Sardou, de Mireille Mathieu, qui étaient les grandes vedettes de l'époque. Allez, on va en reparler dans un instant. On passe au zapping de Gilles. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, évidemment, la petite phrase « Je vais emmerder les non-vaccinés » du président de la République n'en finit pas d'être commentée. Et autre exemple, maintenant, le docteur Robert Sebag, qui est intervenu hier sur LCI. Pour lui, il a tué la raison même du pass vaccinal. Maintenant, en fin de compte, il a sali le pass vaccinal. Il a sali parce que, en fin de compte, le pass vaccinal, c'est pour vous emmerder. C'est ça que ça veut dire. Et il est sali. Alors que moi, je pense que c'est un outil de santé publique extrêmement important. Je ne crois pas... bien sûr qu'on aurait tous voulu une vaccination obligatoire, mais vous allez faire comment? Vaccination obligatoire, ça veut dire sanction. Ça veut dire sanction. Ça veut dire que quelqu'un qui est payé au SMIC, vous allez lui demander, en Grèce, on demande 100 € par mois aux personnes de plus de 60 ans qui sont pas vaccinées. Tous les mois, s'ils sont pas vaccinés, on leur demande 100 €. Vous allez demander ça? Valérie, Christiane Taubira, pas encore candidate, qui n'est pas en campagne, mais qui est à la campagne. Petite différence. Enfin, quand vous commencez à aller en Ariège, tâter le cul des vaches, c'est que vous n'êtes pas loin de vous présenter, hein, quand même. En déplacement, elle a évidemment, elle a été interrogée par Paul Laroutourou sur LCI, qui ne l'a pas lâché sur le vaccin et le pass vaccinal. Écoutez. Est-ce que vous dites oui ou non aux Guyanais de se faire vacciner? Et est-ce que si vous étiez député, vous avez été député 20 ans, vous voteriez oui ou non pour le pass vaccinal? Alors d'abord, il ne faut pas raconter que j'ai la moindre ambiguïté. J'ai jamais eu d'ambiguïté. 5 jours avant, à la télévision publique, j'avais dit très clairement et très précisément que les arguments des antivax étaient un tissu d'imbécilité. Ça fait déjà plus de 4 mois que j'ai pris ma 2e dose. Donc il n'y a pas d'ambiguïté ni dans ce que je dis, ni dans mon comportement. Et sur le pass vaccinal, juste sur le pass vaccinal, est-ce que vous le voteriez? Est-ce que vous voteriez le pass vaccinal? Est-ce que vous êtes pour ou contre le pass vaccinal? Non. C'est bon. Bientôt. Bon, elle est revenue sur le vaccin, hein, ça y est. Sur le pass vaccinal, bon là, elle répond pas. Il va falloir qu'elle aille faire la 3e dose, hein, je ne veux pas dire, mais 4 mois, c'est limite. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les choses empirent dans les hôpitaux, contraints à des déprogrammations, comme l'opération d'une tumeur au cerveau de
de Tristan qui se confiait sur BFM. Ça, du coup, c'était mon billet de rentrée à l'hôpital. Je devais rentrer le 13 pour une opération le 14. 3 jours avant l'intervention, on l'a prévenu que l'hôpital ne pouvait plus l'accueillir pour le moment. Si jamais on a effectivement besoin de me faire aller en réanimation, ça ne sera pas possible. Donc du coup, on ne peut pas faire l'opération. Et donc du coup, elle est reportée. Son rendez-vous est décalé au 11 février. Pour Tristan, un mélange de déception et d'anxiété. Ça fait déjà 5 mois que ma tumeur a été diagnostiquée. Et attendre 2 mois encore en plus, en attendant, je ne peux rien faire en fait. J'attends chez moi, je suis en arrêt de travail, donc du coup c'est plus pour ça surtout aussi. Puis bon, il y a toujours une petite peur sur l'évolution de la tumeur en elle-même, quoi. C'est triste de ne pas pouvoir se faire soigner d'une tumeur. Et puis, il y a eu ce moment suspendu sur BFM où un député, j'ai bien dit un député de la République, Hugo Bernalicis de la France Insoumise, s'est mis à imiter Nicolas Sarkozy en pleine interview pour répondre à une question de Bruce Toussaint sur la sortie de Valérie Pécresse et le Karcher. J'ai envie de dire à Valérie qu'il faudrait qu'elle se renouvelle un petit peu, récupérer comme ça des anciennes phrases sans faire de propositions. C'est un peu petit. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur Toussaint. Il l'a fait. Mais oui, je l'ai fait, mais... C'est dingue, hein, quand même. Les politiques, ils n'étaient pas comme ça dans les années 70. Ils se tenaient un peu plus. On va dire qu'un député faisait rarement ça à la télévision. Imitateur. On va revenir à vos années 70. Les années 70, quand Giscard était président. La télé des années 70, c'est formidable. Philippe Thuillier, vous avez fait un boulot vraiment remarquable parce que pour une fois, c'est pas une compile d'images qu'on a déjà vues, genre grand bêtisier. Il y a un fil conducteur, il y a vous raconter une histoire. En fait, c'est cette révolution de la télévision. Oui, on a essayé avec Mathieu Jobert, le réalisateur, de raconter cette histoire parce qu'elle est passionnante. On s'était arrêté, on avait fait un précédent doc avec Thierry Ardisson sur l'ERTF, les grandes heures de l'ERTF en 2 volets, et on terminait juste le 5 janvier 75, le dernier jour de l'ERTF. Donc là, on s'est dit, naturellement, on va rouvrir le 6 janvier 75 avec l'arrivée des 3 nouvelles chaînes. Et effectivement, on s'est rendu compte que cette télévision était vivante, bougeait, qu'il y avait des nouvelles têtes qui apparaissaient aussi. Et c'est tout ça qu'on a eu envie de raconter par la coulisse, par l'anecdote de l'histoire de la télé. Avec des images inédites, encore une fois, c'est ce sur quoi j'insiste parce que il y a des choses qu'on a déjà vues, mon cul, dans le petit rapporteur, mais où on a ri quand même. Parce qu'on est obligé. Parce que d'abord, ce serait frustrant pour les téléspectateurs qui disent « Ah, ils n'ont pas mis mon cul !» Voilà. Bon, alors du coup, on met mon cul, mais on essaye aussi de trouver... C'est dans le petit rapporteur, pour ceux qui ont, qui ont moins de 20 ans, qui nous écouteraient. Je vous propose d'écouter la bande-annonce, Valérie. Comme d'habitude, on est en retard, là. Jean Cazenave, on a l'antenne dans combien de temps? Inédit, vendredi. Si vous êtes prêts, je le suis. France 3 rallume la télé des années 70. Revivez la naissance de ces 3 chaînes qui vont rivaliser de créativité. C'est une innovation antenne 2. D'audace. Je vais te foutre mon pain, les gars. Une révolution qui va bouleverser notre regard. C'est le but de l'émission. Et notre société. Maintenant est l'heure de la détente. Avec des émissions mythiques. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Inédit, revivez l'âge d'or de la télé des années 70, vendredi à 21h10 sur France 3. Ce qui était incroyable à cette époque, c'est que tout était français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète les programmes et les formats. Et c'est une époque où on fabriquait tout, aussi bien les feuilletons, les séries que les variétés. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment surpris en regardant le doc. C'est toute la créativité et la création qu'on avait dans tous les domaines. C'est du Made in France à 100%, avec des producteurs qui étaient des créatifs, absolument. Vous avez raison de le souligner. Armand Jameau, quand par exemple on lui demande de trouver un jeu avant la grande messe du 20h, il appelle Gérard Majax et ils font, il y a un truc. Voilà, c'est des idées souvent très simples, mais qui étaient très efficaces et qui ont fait que ces émissions sont devenues des émissions cultes. On sent je disais, une grande liberté, ce paradoxe où on a l'impression, effectivement, on pense toujours à l'ORTF, à cette télé extrêmement compliquée. Quand je dis liberté et guindé, c'est qu'il y a un côté, quand on compare avec aujourd'hui, très, très amateur.
intérieur, très bricolage parfois même dans les décors. Alors bon, c'est sûr que quand on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, ça paraît un talk show, c'était une table basse, 3 canapés et une plante verte. Ouais. Forcément la plante verte. Et c'était tout. Et donc du coup, ça coûtait pas cher et ça marchait. Ah oui, mais il y avait des fous rires, il y avait des je pense à Nicoletta quand elle doit faire la speakerine, il y avait des séquences, qui existaient, il y avait de la vie. Alors ça, je suis content que vous releviez cette séquence, parce que alors, pour le coup, ça, c'est totalement inédit. En fait, Philippe Bouvard, puisque c'est de cette émission-là dont il s'agit, dans Bouvard en liberté, faisait une émission en direct le vendredi soir, juste avant Pivot, et il piégeait les artistes qu'il invitait. Et ça, c'est une émission qu'on a totalement oubliée. On remontre souvent les interviews de Philippe Bouvard, qui sont évidemment cultes, mais pas cette émission-là, qui a duré l'espace d'une saison, où il s'est beaucoup amusé, et effectivement, il passait un peu au crible les invités qu'il recevait. Il y avait beaucoup de directs aussi. Beaucoup, parce que ça, c'était la télévision de l'époque, en fait. C'est peut-être ça qui faisait la spontanéité aussi des choses. Pour les directeurs de l'époque, c'était le direct. La télévision, c'était la vie. Donc, il fallait montrer comment ça se passait. Donc, effectivement, par exemple, la soirée du vendredi, c'était Bouvard en liberté en direct, Pivot en direct. Voilà, c'était une télévision vivante. Et puis il y avait cette anecdote qui m'a surpris sur ce qu'on appelle les numéros 1 ou les top 1 qui étaient faits par Maritier et Gilbert Carpentier. Oui. Et en fait, vous expliquez dans le documentaire qu'ils alternaient parce que quand il y avait Sardou, les décors coûtaient cher. Et du coup, la semaine suivante, ils faisaient Barbara ou un chanteur à texte parce qu'un fond noir, ça suffisait parce que les chansons parlaient d'elles-mêmes. Ils devaient maîtriser leur budget. C'était pas une société de production qui produisait, c'était l'État. Donc c'était effectivement les chaînes, donc là c'était TF1, mais on leur donnait un portefeuille, et ils devaient le gérer. Donc quand ils mettaient vraiment beaucoup d'argent dans un décor comme effectivement Michel Sardou, la semaine suivante ils faisaient Serge Reggiani sur fond noir et ça allait très bien. Alors ce qui est là aussi, quand on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, il y a une chose qui frappe, c'est la cigarette. Alors la clope, ça paraît surréaliste alors que tout le monde fumait. C'est la période. Beaucoup de gens fumaient partout, dans les rues, dans les restos, dans les avions. On n'a plus l'habitude, c'est devenu. Et c'est vrai que là, ils ont tous la clope, la clope au bec, comme on dit. Ce n'est pas de la provocation, c'était juste normal. Et alors moi, j'ai découvert l'histoire de Dorothée qui avait été virée de TF1. Ah oui, moi aussi. J'ignorais cette histoire. On revoit la ravissante. En fait, elle était vraiment mignonne. Elle a démarré à l'ERTF avec une marionnette qui s'appelait Blablatus. Et quand TF1 a été créé, on lui a fait une place dans les visiteurs du mercredi, sauf qu'elle déplaisait à la responsable des après-midi de TF1, qui était Eliane Victor, qui était déjà celle qui martyrisait Denis Fabre et ses fameux fous rires. Eliane Victor n'aimait pas Dorothée et ne lui trouvait aucun avenir dans les émissions pour enfants. Donc, elle est passée sur un jeu de midi qui s'appelait Réponse à tout, puis ça n'a pas marché, elle a été évincée et on l'a retrouvée, mais 6 mois plus tard, où elle est passée par secrétaire, etc., Elle est revenue faire un casting de speakerine et c'est comme ça qu'elle est rentrée en tête. Ce qui est assez incroyable, c'est que on voit aussi beaucoup Giscard qui utilise cette télé. On le voit aller déjeuner chez les Français. Sont folles. C'est dingue. Alors là, et on dirait Macron en fait. Mais totalement. Je suis un peu frustré parce que le doc devait démarrer avec justement des images où on voyait Giscard utilisant beaucoup la caméra, jouant au foot, se retrouvant sous la douche avec les joueurs avec qui il venait disputer le match ou faisant du ski, etc. Bon, on a trouvé que c'était un peu trop long à la chaîne et ils m'ont dit non, puis on va surtout croire que c'est un doc politique, donc enlevons ça. Moi, je trouvais que c'était très intéressant de faire le pendant avec aujourd'hui et montrer comment il avait su, le premier, utiliser les médias et la télévision en particulier, alors qu'il n'était pas un enfant de la télé. Il ne regardait pas du tout la télé, mais il avait compris, avant tout le monde, que la télé était un enjeu pour justement faire passer ses idées. Mais la télé va se retourner contre lui au moment de l'affaire des diamants Bocassa. Exactement. Et là, on le voit également dans votre doc. Et j'aime bien, j'ai retrouvé cette phrase dans un livre de mémoire qu'il a écrit bien des années plus tard, où il disait que ça lui était impossible de regarder la télévision de peur qu'on le brocarde s'il regardait au moment où
de la soirée. Alors, il y a beaucoup de variétés, évidemment. Et on a un auditeur qui nous dit ce qui est dommage, à l'époque, c'était une télé franco-française. Il y avait très peu de groupes rock comme les Rolling Stones et Pink Floyd qui étaient mondialement connus. On avait toujours les mêmes chanteurs et chanteuses françaises. On peut voir. Oui, alors, là, il y a les Jackson, mais surtout, les Stones venaient pas forcément en France sur des plateaux de télé. C'était pas dû à la télévision qui ne les accueillait pas. C'est que simplement, c'était aussi le marché international qui faisait que le disque, et puis le disque se vendait très, très, très bien à l'époque aussi. Donc, les émissions de variété étaient très importantes. Il y en avait surtout 4 grandes toutes les semaines et où effectivement les artistes français passaient en masse, les Annie Cordy, les Mireille Mathieu, les Claude François, les Sheila, évidemment. Mike Brandt avec un documentaire très fort. Je savais pas du tout moi qu'il avait enregistré une chanson la veille. Moi je pensais que Dis-lui c'était de son vivant par exemple. Aussi. Non. Et donc du coup il n'y a pas d'archives de lui la chantant. Gilles. Valérie, je m'interpelle. Je vous propose un petit zapping, enfin pas un petit zapping, mais un petit blind test pour voir si vous connaissez bien les génériques des années 70. On vous a préparé une petite surprise. Bon, et alors je dois jouer moi. Je joue. Alors d'accord. Ok, ça c'est quoi? C'est le générique de TF1. C'est l'ouverture d'antenne de TF1 qui est composée par Vladimir Cosma, qui a composé presque tout l'habillage de TF1. Voilà, et surtout des grands films de Funès ou de Pierre Richard. Oui, c'est un musicien de génie, encore vivant d'ailleurs, et qui effectivement, alors là, je pense que les gens ne le savent pas forcément, mais c'était lui, le compositeur de TF1. Deuxième extrait. Rendez-vous du dimanche. Oui, de Michel Drucker, composé par Claude Bolling. Absolument. Et là, c'était vraiment les débuts de Michel Drucker. Et c'était la guerre déjà avec Jacques Martin qui était en face. Alors il a été en partie avant lui sur TF1, puis après quand effectivement il fait La Lorgnette et Dimanche Martin, il est en face. Il est en face. Ça c'est plus dur, écoutez. Ça c'est Ring Parade. Ring Parade. Alors c'est El Bimbo. Et pour ceux qui regarderont ce soir, dans Ring Parade, c'était le classement de plusieurs radios. Les 5 grandes radios qui existaient, il n'y en avait pas d'autres. Et il y avait Sud Radio. Oui, forcément, c'était déjà une grande radio. Absolument, et on voit Julien Lepers jeune, Patrick Roy, et Jean-Pierre Foucault. Et puis Christian Morin, et André Torrent. avec des pantalons pattes d'éléphant. Absolument. C'est là aussi. Ça, c'est vraiment un peu plus dur. Mais peut-être, Valérie, vous pouvez trouver. Écoutez. Apostrophe. Ouais, bravo. Franck Maninoff. Voilà. Ah, mais dès qu'il y a des livres, Valérie, c'est de la culture, tout simplement. La culture, voilà. Mais les séquences d'apostrophes étaient assez vivantes, ce qu'on voit. Oui, bien sûr. Il en avait fait un spectacle de cette émission littéraire, c'était un vrai show, et c'est vrai que il y a Philippe Labro qui le dit. On a pris cet extrait-là, c'était très important. C'est qu'en fait, on avait plus rendez-vous avec Pivot qu'avec des auteurs. C'était ça, en fait. Il n'y avait pas les Bogdanov dans le doc. Vous les avez rajoutés depuis ou pas? Alors en fait. On a eu une copie de travail. Exactement. Alors ils y sont parce que effectivement on était trop long sur un premier visionnage et donc on a considéré que c'était peut-être à tort un peu plus années 80, mais il démarre vraiment donc dans ces années-là et donc il y a un bel extrait où ils sont présentés par Patrice Laffont. Je vous laisse le découvrir ce soir. Allez, un autre son. Ça, c'est le petit rapporteur. Qui avait une liberté assez folle. Je suis pas sûr qu'on puisse faire. Il y a un peu quotidien aujourd'hui quand même. Si on fait le pendant aujourd'hui, ça pourrait être ça. Mais là, ils s'amusent entre eux. Moi, je me suis marrée en voyant les séquences. Mais surtout, ils ne sont pas journalistes. Enfin, s'ils le sont, parce que en fait, Pierre Desproges l'était et Stéphane Collaro aussi. Mais c'est vrai que là, c'est une cour de récré. Vraiment. Et la pêche au moule est devenue une sorte d'hymne partout en France. Totalement. On voit Yves Mourouzi la faire chanter à des marins. Oui, absolument. Ça a été un raz-de-marée, un phénomène. Et pour finir, je ne suis pas sûr que vous trouvez ce son, car c'est très très compliqué. Alors
Ça ne me dit rien du tout. Ou alors ça me rappelle que demain, je vais finir tard. C'est le générique de On en direct de Laurent Ruquier. On va voir qui demain. Demain, Juliette Binoche, Florent Père, Florent Manodou, de Florent, et Valérie Pécresse. Bien. Voilà. Et qui va réagir. Et David Fonkinos. Et David Fonkinos. Ça coûte cher à réaliser un documentaire d'images d'archives. Alors franchement, c'est le prix d'un prime de France 3. Franchement, on est dans la norme non, on n'est pas plus cher. Non, vraiment pas. Pour finir, je voulais vous poser une question par rapport à On est en direct. Est-ce que en avril, la co-animatrice de Laurent Ruquier va continuer une fois les élections présidentielles passées, parce qu'elle était là pour les interviews politiques. Elle va jusqu'à la fin. Alors jusqu'à la fin, d'autant que je peux vous le dire, on va pas très loin après. En fait, on s'arrête début juin, donc sans donner de secret industriel, mais voilà, en fait, notre nombre d'émissions nous emmène pas si loin que ça après. Donc bien évidemment, on finit la saison avec Léa, et voilà, et on verra pour la suite. Et vous avez redécouvert des... Moi, j'ai par exemple Brigitte Bardot qui animait une émission de télévision. Alors ça, je pour le revenir savais. Au doc. Moi, je savais pas. Alors ça, c'est dans ma culture télé. C'est ça. Moi, j'étais trop jeune pour ça. Mais et je tenais à le mettre parce que d'abord, on montre qu'effectivement, elle était productrice de son émission et animatrice. Donc, ça n'a pas été son truc, puisqu'en fait, l'émission n'avait pas marché. Au pied du mur. Au pied du mur, où elle mettait les ministres face à leurs responsabilités en dénonçant des scandales. Enfin, c'était L214 avant l'heure, qu'on voit sur les animaux. Et elle fait sa deuxième et dernière émission avec Simone Veil. Et ça, je trouve que l'image est absolument incroyable. D'avoir Brigitte Bardot, le dispositif du décor les éloigne un peu, c'est dommage. Mais je trouve que d'avoir Simone Veil face à Brigitte Bardot, c'est deux femmes qui ont marqué évidemment le XXe siècle. Je trouve ça super. Quel programme pourrait marcher encore aujourd'hui de ceux qui sont dans le... c'est une bonne question. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont inspirées en fait de cette télévision-là. Donc je pense que pas mal de concepts pourraient revenir. Il faudrait juste les retravailler un peu. Les retravailler, dans la forme peut-être, surtout. Parce qu'on découvre que c'est Jacques Martin qui a inventé le chroniqueur. C'est lui qui a... Ça n'existait pas. Ça n'existait pas de mettre réunir autour d'une table. Voilà, exactement ce que Froufrou fera plus tard. Voilà. Avec des froufrouteuses. Parce qu'à ce moment-là, la télévision américaine, elle n'est pas très créative. Elle est plutôt locale, en fait. Alors là, excusez-moi, mais je n'ai pas cette culture-là. Je vous la laisse. Je connais que la télévision française, donc je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que notre télévision était considérée comme la meilleure du monde. Enfin, c'est ce que les journaux de l'époque disaient. C'est-à-dire que vraiment, c'était une référence. Eh ben, regardez ce soir ce documentaire sur France 3, la télé des années 70, quand Giscard était président. Les images de Giscard aussi sont absolument dingues. Quand il va chez les Français, on connaît ces images, mais il y a des interviews. Vous allez retrouver des interviews des Français, de ce qu'ils en pensent. Une qui dit, l'apéritif, mais certainement pas. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Thuillier, d'avoir été avec nous, producteur donc de ce documentaire ce soir sur France 3. Tout de suite, les livres avec Gérard Collard.